Ellie observa l'équipe armée de carnets de notes s'installer pour la réunion. Jamais le commissariat n'avait baigné dans une pareille atmosphère. Et ce n'était pas seulement parce qu'un enfant de la ville avait été assassiné. Le passé d'Hardy faisait flotter dans la salle une tension palpable. Il se dégageait quelque chose de fascinant et d'impressionnant de cet homme, alors qu'il leur dressait une liste de questions. Danny Latimer a-t-il été enlevé? Quelqu'un a-t-il pu avoir accès à sa maison? Et si oui, comment? Son accent écossais se fit plus marqué à mesure qu'il s'exprimait. S'il n'y a pas eu d'effraction, qui possède une clé? Il nous faut les vidéos de surveillance sur un périmètre de 3 km. Miller, où était la famille? Ellie n'aimait pas d'ordinaire s'adresser à toute l'équipe, et encore moins se retrouver sous les feux de la rampe sans en avoir été préalablement prévenue. La mère et la fille regardaient la télé. Ellie s'entendait balbutier et sentit l'embarras à l'envahir. Les majors Frank Williams et Nish Patel, qui avaient quitté l'uniforme 2 mois auparavant et dont c'était la première grosse affaire, prenaient des notes détaillées avec assiduité, rajoutant à la pression. Elle sentait que chaque mot qu'elle prononcerait devrait être précis, utile, motivant. Elles disent ne pas avoir quitté la maison avant le lendemain matin. Le père était sorti pour une intervention d'urgence. Il est plombier. Il est rentré vers 3 heures du matin. La grand-mère vit à côté et elle était chez elle toute la nuit. Hardy regarda son équipe. Tant que nous ne sommes pas prêts, ceci reste confidentiel. Pas de fuite. Compris? Bien. Au travail. Il fit un geste rapide de la main comme pour chasser un insecte. Miller, vous venez avec moi. Ils passèrent devant Bob Hutton qui sortait des toilettes. Bob était un flic à l'ancienne, corpulent et direct. Il jouait au foot dans l'équipe de Joe et de Mark Latimer, et son fils, Jaden, faisait partie de la bande de Tom et Danny. En pensant au garçon, Ellie se rappela, elle avait repoussé l'idée toute la matinée, qu'en rentrant ce soir-là, elle devrait annoncer à son fils la mort de son ami. Jamais elle n'avait autant appréhendé une conversation. Bob avait les yeux rouges et donnait l'impression d'avoir pleuré à chaudes larmes. Ce drame aurait des répercussions aussi importantes que profondes. À Broadchurch, tout le monde était plus ou moins lié. Des hommes, dans la force de l'âge, pleureraient cette nuit. Il leur fallait contrôler la façon dont la nouvelle se répandrait. Les rumeurs allaient certainement déjà bon train, mais leur déclaration n'était programmée que dans la soirée. Ellie était fermement convaincue qu'il fallait immédiatement et clairement l'annoncer aux habitants de la ville, et plus particulièrement aux camarades de classe de Danny. Elle devait demander aux relations publiques comment procéder. L'affaire était sans précédent. Devait-il appeler l'école? Et si oui, que leur dire? En cas d'urgence, les parents étaient généralement prévenus par SMS, mais ce serait insultant pour tout le monde. Si elle le pouvait, elle frapperait à chaque porte pour leur parler face à face, de mère à mère, de famille à famille. Mais c'était impossible. On avait besoin d'elle ici. Durant le bref parcours qui menait au magasin de Jack Marshall, Hardy se mura dans un profond silence. Après de vaines tentatives, Ellie ne chercha plus à faire la conversation et se perdit dans ses pensées. Elle essayait avec acharnement de se convaincre que c'était un acte isolé, commis par quelqu'un qui n'était pas du coin, l'œuvre d'un malade mental soigné à domicile. Mais cette théorie se trouvait vite contredite. Pour commencer, on ne faisait pas que passer à Broadchurch, et la plage d'Harbour Cliff n'était pas éclairée la nuit. Il fallait bien connaître le coin pour trouver son chemin, et encore plus pour abandonner un corps et effacer ses traces. Alors qui? Hardy, qui ne cachait pas le mépris qu'il éprouvait pour Broadchurch, pensait qu'il s'agissait d'un habitant de la ville. Le seul délinquant sexuel répertorié était un vieux pervers qui vivait dans une maison de retraite depuis 1 an. Comme toute la ville, Broadchurch avait son lot de familles à problème, mais rien dans leur conflit et leur trafic de drogue minable ne suggérait qu'on en vienne à tuer un enfant. Cela signifiait quelqu'un de respectable ou, du moins, sans casier judiciaire. Ellie regarda autour d'elle. Sous le soleil au zénith, les quais étaient toujours aussi beaux. Mais le filtre de la suspicion à travers lequel apparaissaient les petites maisons bigarrées et les bateaux de cartes postales lui renvoyait une image négative et déformée des gens qu'elle croisait. L'assassin de Danny pouvait être n'importe lequel de ces hommes qu'elle voyait. Ce quadragénaire qui portait une caisse de poisson, ou ce jeune type perché sur une échelle qui nettoyait des carreaux. Un homme vêtu d'un costume tenant un gobelet de café et qui lui était vaguement familier avançait dans leur direction. Pouvait-il être capable d'étrangler un petit garçon? Il la salua d'un signe de tête, et à ce moment,
Ellie sentit le rouge lui monter aux joues en imaginant qu'elle lisait ses pensées et concentra son attention sur les pavés. Alors qu'elle devait se montrer plus observatrice que jamais, il lui semblait impossible de regarder qui que ce soit dans les yeux. Elle se rendit compte, avec horreur, qu'elle connaissait probablement le coupable. Pas intimement, pas par son nom. Cela pouvait être quelqu'un comme Monsieur Gobelet de Café, quelqu'un qu'elle avait croisé chaque semaine, qu'elle saluait d'un signe de tête et qui n'avait jamais causé le moindre problème. Jusqu'à aujourd'hui. Mais si elle connaissait le tueur, alors la moitié de la ville le connaissait également. Les habitants de Broadchurch étaient très intimement liés. Mais qui était-ce? Hardy interrompit le fil de ses pensées qui ne faisaient que tourner en rond. « Miller, votre fils. Danny et lui étaient amis. Je vais devoir lui parler. » « Nous verrons bien, » pensa Ellie. Mais elle garda le silence. Quelqu'un d'autre pourrait interroger Tom. Peut-être l'une des femmes majeures? Cet homme rustre et revêche qui était incapable d'appeler des gens par leur prénom ne pourrait jamais communiquer délicatement et efficacement avec un enfant en deuil. S'il cessait de parler comme un sergent-major, ce serait un bon début. Ça valait le coup d'essayer. Ellie rassembla son courage. « Capitaine, vous pourriez arrêter de m'appeler Miller ? Je ne suis pas trop nom de famille. Je préfère Ellie. » Il garda si longtemps le silence qu'elle se demanda s'il l'avait entendu. « Ellie, Ellie » prononça prudemment Hardy, comme s'il s'essayait à parler une langue inconnue. « Ellie » il fronça le nez. « Non. » Il lui donnait l'impression d'être une stagiaire. Elle se mordit la langue jusqu'à en avoir mal. Jack Marshall dirigeait la brigade maritime ainsi que le point presse local et, bien qu'il ne soit pas né à Broadchurch, il y vivait depuis si longtemps qu'il était devenu une institution. Les adultes le trouvèrent renfrogné, mais les gamins l'adoraient. Il dégageait une aura de sincérité à la lumière de laquelle il s'éclairait. À l'extérieur de son magasin se trouvaient des seaux, des pelles et des cartes postales, ainsi que des filets à crevettes et des moulins à vent. À l'intérieur, des jarres de bonbons empilés jusqu'au plafond étaient disposées derrière le comptoir. Jack pensait que le libre-service était un facteur de propagation des bactéries, alors c'était lui qui servait les sucreries, comme cela se faisait du temps où Ellie était enfant. Il continuait d'utiliser les unités de mesure britanniques en plus du système métrique. Tom adorait venir ici. Il désignait par leur nom les bonbons qu'il voulait, et il se réjouissait d'entendre le bruit que faisaient les sucreries quand Jack les posait sur la balance. La brise s'engouffra en même temps qu'eux dans le magasin, faisant onduler le rideau qui séparait la surface de vente de la réserve située au fond. Jack portait ses éternelles chemises, cravates et cardigans. Il avait pour une fois coiffé ses cheveux, qu'il portait jusqu'aux épaules, à la mode des années 1970, comme s'il s'attendait à leur visite. « Danny ne s'est pas présenté pour sa tournée ce matin ?» « J'ai pensé qu'il était malade. » Son visage et sa voix ne trahissaient aucune émotion. Ça lui arrivait souvent. Ils le font tous, de temps à autre. Il semblait déterminé à se montrer le plus laconique possible. Ellie jeta un regard à Hardy, espérant son aide, mais celui-ci feuilletait des magazines, sans sembler prêter attention à la conversation. « Mais vous n'avez pas appelé pour vérifier ?»« Pas le temps, je suis tout seul ici. » Elle s'étonna que Jack ne lui demande pas de quoi il s'agissait. « Avez-vous remarqué quelque chose d'étrange ces 2 dernières semaines ?»« Rien d'inhabituel. » dit-il en glissant les mains dans ses poches. « Vous paraissait-il préoccupé ces derniers jours ?»« Je le voyais qu'un quart d'heure le matin. Je suis pas psychiatre. » Jack n'avait jamais respiré la joie de vivre. Mais cette hostilité, c'était une nouveauté. Hardy se tourna vers lui. « Vous êtes marié ?» Il avait demandé ça comme s'il n'avait pas de bonne réponse à cette question. Jack soutient son regard. « Non. Et vous ?» Hardy ne répondit pas. Ellie jeta un bref coup d'œil à sa main gauche. Pas d'alliance. « Ils l'ont amené ici. Mark et Bess. » dit spontanément Jack. Il avait 3 jours. Il parlait toujours sur le même ton. Mais son regard se perdit dans le vide, comme s'il contemplait un fantôme.